Bonjour à tous. Nous avons mis en ligne récemment sur Arxiv un article qui propose une description géométrique de l'algorithme de Grover et nous avons décidé, suite à quelques questions que nous avons eues, d'apporter un complément sur cet article. Alors, il s'agit de détailler et de commenter un certain nombre de calculs qui sont réalisés dans l'article et plus particulièrement de commenter les calculs qui sont faits sur le premier circuit. C'est un circuit qui utilise donc l'amplification de Grover que l'on trouve ici, l'amplificateur qui se trouve être la troisième étape, et qui va amplifier un état particulier qui est ici et décrit par l'oracle, qui est l'étape 2. Et l'état particulier qui est utilisé par l'oracle, c'est l'état 1, 0, 1, 0, 0. Voilà. Et bien entendu, comme tout circuit utilisant l'amplificateur de Grover, nous avons ici une partie d'initialisation. Alors, commençons par l'étape d'initialisation, les deux premières étapes, l'étape ensuite de niveau 1, 0 et 1, 1. Alors, de quoi s'agit-il au début du circuit? Les choses sont plutôt simples. On voit très bien ici que la première étape consiste à initialiser tous les qubits à 0 et à positionner uniquement le dernier à 1 grâce à l'opérateur X qui se trouve ici. Donc l'état psi 0 que l'on retrouve ici, c'est un état composé de 0 tensoriel 5, qui se trouve ici, avec le dernier qubit qui lui a été positionné à 1. C'est ce qu'on voit très très bien ici sur le circuit. Et la deuxième partie de l'initialisation consiste à appliquer des haches sur les 6 qubits du circuit. Ça veut dire que le calcul qui est fait, c'est h tensoriel 6 pour les 6 qubits qu'on applique à l'étape 6,0 qui se trouve là. Donc ça veut simplement dire que les h, si on suppose qu'on a choisi n égale 5, hein, il y a les 5 premiers h qui s'appliquent à l'état 0 tensoriel 5, c'est ce qu'on voit là, et le dernier h, donc le sixième, qui s'applique à l'état 1. Et ce que l'on sait, c'est que h de 0 va donner l'état plus. Alors pour rappel, hein, l'opérateur h, c'est bien 1 sur racine de 2, 1, 1, 1, moins 1, et l'état 0, c'est bien l'état 1, 0. Et donc, effectivement, si jamais on applique h à 0, on va trouver 1 sur racine de 2, de 1, 1, et par convention, cet état-là, c'est l'état généralement noté plus, et pour éviter toute ambiguïté, nous avons choisi dans l'article de noter ceci avec la lettre P, ce qui est bien le calcul qui est réalisé à cet endroit-là, puisqu'on voit bien que le H appliqué à P, à 0, pardon, donne bien le P. Et de manière similaire, si jamais on applique H à l'état 1, on va trouver à ce moment-là l'état moins que nous avons noté dans l'article, moins. Alors, regardons maintenant l'oracle, c'est une des parties les plus intéressantes du circuit. Donc, que fait l'oracle en premier? Eh bien, il va appliquer, ici, à ce niveau-là, cet opérateur ID, X, ID, X, X, ID, sur l'état psi 1 qui a été précédemment calculé. Donc cet opérateur d'un point de vue tensoriel, on le retrouve ici, donc ID, X,
ID, X, X. Et puis, il ne faut pas oublier le dernier qubit, pour lequel on a aussi l'opérateur ID. Et ceci, c'est l'état psi1 calculé précédemment. Donc, de manière très très simple, les 5 premiers éléments, 1, 2, 3, 4, 5, s'appliquent à l'état P. Et le dernier qui était ID s'est appliqué à l'état M, et bien entendu M n'a pas changé. Et on se retrouve à ce moment-là avec un nouvel état, psi2, dans lequel on a P d'un côté, et on a M de l'autre côté. Alors, ce qui se passe là peut s'analyser en regardant un plan particulier qui va être composé de la solution qui est censée être marquée par l'oracle, qui est la solution 1, 0, 1, 0, 0. On sait que c'est cette solution qui est censée être marquée. Et de notre côté, le vecteur P. Et si on analysait exactement ce qui se passe dans ce plan-là. Si on applique cet opérateur qu'on retrouve là à l'état 1, 0, 1, 0, 0, avec bien entendu le dernier qubit qui lui est toujours un M, on constate à ce moment-là qu'on a fait apparaître ici un état particulier qui est l'état 1 tensoriel 5. Et si on analyse l'action de cet opérateur, cette fois-ci sur l'état P, on constate que cet opérateur n'a rien changé sur le P tensoriel 5 tensoriel M. Alors, quand on voit ça, on comprend immédiatement le rôle qui est réalisé par cet opérateur IDX, ID, XX, ID, qui dans notre cas-là, puisqu'on sait bien entendu que la deuxième partie de cet oracle va consister à marquer l'état 1, 0, 1, 0, 0. Et pour réaliser ce marquage, entre guillemets, on utilise un opérateur CCCCCX. Et pour que l'opérateur CCCX, évidemment, soit actif, il faut nécessairement qu'on se trouve dans l'état 1 tensoriel 5. Et c'est ça un des éléments clés de l'idée sur l'oracle, c'est de se propulser, cette fois-ci, dans la bonne base. Ça veut simplement dire que si on regarde le plan, la base composée du vecteur R, qui est l'état marqué, et de P tensoriel 5, en appliquant cet opérateur, on a basculé maintenant dans une nouvelle base, qui est la base composée de 1 tensoriel 5 et ici de P. C'est ce qu'on a schématisé ici. Alors, cette remarque préliminaire étant faite, on peut maintenant faire les calculs et analyser ce qui se passe au niveau du CCCCX qui compose l'oracle. Alors, première remarque préliminaire très très simple, c'est que si on applique un CCCCX sur l'état 1M, ça veut dire que le X va porter sur le M et on va avoir X appliqué à l'état M qui va nous conduire à l'état moins M. Alors, pour se convaincre de ça, il suffit, entre guillemets, de se rappeler la définition de l'opérateur X. Et je vous propose de détailler ici quelques éléments du calcul. Alors, l'opérateur X, matriciellement, il s'exprime sous la forme 0, 1, 1, 0. Et l'état M, c'est l'état de la forme 1 sur racine de 2, 1
moins 1. Donc, dans ce cas-là, on constate de manière triviale que si on fait le calcul, multiplié par 1 sur racine de 2, 1 moins 1, on va obtenir 1 sur racine de 2, moins 1, 1, et évidemment, ce qui est exactement la même chose que moins 1 sur racine de 2, 1 moins 1. On reconnaît là l'état moins, et on a bien montré qu'on a obtenu moins 1. Et donc, ce petit calcul matriciel extrêmement simple justifie pleinement le fait que x tensoriel m donne bien moins 1. Alors, analysons maintenant le calcul qui est proposé ci-dessous. Pour comprendre ce calcul, il suffit de se rappeler de la définition de P tensoriel 5. Que représente cet état? Il représente en réalité l'ensemble de tous les états avec une probabilité équivalente. Donc, dit autrement, on pourrait réécrire cet état-là sous la forme 1 sur racine de 2 puissance 5, 0, 0, 0, 0, plus 1 sur racine de 2 puissance 5, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 0, plus, etc. Et le dernier, 1 sur 2 puissance 5, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, concrètement, ça veut dire que le seul état qui va subir le x, c'est bien entendu l'état pour lequel nous avons les 5 premiers qubits du P tensoriel 5 qui valent 1. Alors, notons bien que je n'ai pas représenté ici le tensoriel m, mais bien entendu, il existe. Donc, le seul moment où le tensoriel m va subir l'opérateur x, c'est le moment où on est dans cet état quantique-là, formé des 1. Et au moment où on va l'appliquer, ça veut dire simplement que l'état 1 tensoriel 5 tensoriel m va changer de signe et donc va devenir avec un signe négatif. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire de manière très simple, c'est qu'on est parti d'un état dans lequel, je vais essayer d'effacer ça le plus correctement possible, on est parti d'un état dans lequel on avait un coefficient de la forme 1 sur racine de 2 puissance 5 qui était devant l'état 1 tensoriel 5, et on obtiendra après coup 1 sur racine de 2 puissance 5, 1 tensoriel 5. Donc la modification ici de l'amplitude est de moins 2 sur racine de 2 puissance 5. Alors cette remarque justifie le calcul qui se trouve ici en dessous, puisque l'application du CCCCX sur cet état-là va donner le même état, à une exception près, c'est le coefficient qui se trouve devant 1 tensoriel 5. Et donc, en résumé, si on remet l'état m sur la droite avec un tensoriel, ce qu'on obtient en sortie, c'est ceci, ce qui met bien en évidence que l'application du CCCCX sur le P tensoriel 5 n'a modifié qu'un seul composant de ce P tensoriel 5, le composant 1 tensoriel 5, qui lui a bien changé de signe, et c'est bien ce que l'oracle était censé faire. Donc, en résumé, on obtient maintenant un état psi 3, que l'on retrouve ici, et qui correspond à l'état
qu'on retrouve là dans le circuit. Et on a l'impression que finalement l'oracle a marqué un état, certes, mais pas le bon état, mais nous allons voir juste après qu'il n'en est rien. Alors pourquoi? Parce que l'étape suivante dans l'exécution de l'oracle, on la retrouve là, c'est celle qui consiste à réappliquer l'opérateur IDX, IDXX que on avait déjà appliqué ici au début avant de faire le CCX. Alors on se doute bien du rôle que va jouer maintenant cet opérateur, puisque la première fois on était passé d'une base à une autre, et la base de destination c'était la base nécessaire pour appliquer le CCX, on se doute bien maintenant que ça va permettre de revenir à la base initiale. C'est ce qu'on constate de manière très très simple. Évidemment que si on applique cet opérateur-là sur l'état 1, on va retrouver 1, 0, 1, 0, 0, donc la solution qui était censée être marquée. Et on constate bien sûr que si on applique cet opérateur à P, ben, ça ne change strictement rien, puisque le ID ne change rien, et le X de P redonnera bien entendu P par définition. Alors cette remarque préliminaire étant faite, les calculs deviennent très faciles à mener. On est initialement dans l'état psi 3, et l'application de l'opérateur dont IDX, IDXX va nous ramener dans un nouvel état dans lequel le P n'a pas été modifié, mais dans lequel le 1 tensoriel nous redonne, après application de cet opérateur-là, l'état que l'on souhaitait marquer. Et on voit ici vraiment le rôle spécifique mené par cet opérateur IDX, IDXX, d'une part. On le voit puisqu'il nous permet d'être dans la bonne base pour appliquer le CCCX, et on voit la nécessité qu'il y a de réappliquer une deuxième fois pour revenir dans la base d'origine. Donc, comment peut-on interpréter cela? Si on revient au niveau du circuit global, que se passe-t-il lorsque l'oracle est terminé, c'est-à-dire lorsque nous sommes dans l'état psi 4? Comment peut-on représenter cela? Alors, une manière de représenter les choses, c'est de considérer le plan composé d'une part par l'état qui vient d'être marqué et par l'état P tensoriel. C'est ce que nous suggère ici psi 4, puisque psi 4, il est exprimé dans cette base-là. Donc, par rapport à l'état d'origine P, qui est représenté ici sur la sphère, ce morceau-là, qui représente quelque chose de négatif sur l'axe 1, 0, 1, 0, 0, signifie simplement, visuellement, en termes de vecteurs, qu'on a ici un petit vecteur orienté vers la gauche et que le nouveau point qu'on a obtenu, le psi 4, après avoir marqué la solution, c'est dans ce plan-là, en tout cas, le point qui se trouve ici sur la sphère. On n'a rien changé donc à la distribution des probabilités. Les probabilités sont les mêmes, mais le point, cette fois-ci, a une amplitude qui est négative parce qu'il vient d'être marqué. Alors, maintenant qu'il y a un élément qui a été marqué, eh bien, on peut analyser de manière très détaillée le rôle de l'amplification, de l'amplificateur, et comprendre comment procède cet amplificateur. Alors, la première partie de l'amplificateur, c'est une colonne de H qui est appliquée aux 5 premiers qubits. Et que fait cette colonne de H? On a déjà analysé une situation très très similaire juste avant. Cette colonne de H, elle va permettre de faire un changement de base. Le P va devenir 0, tensoriel 5.
Et il reste ensuite à appliquer le H sur le dernier état, ce qui ne présente pas de difficulté particulière. La seule chose, c'est que H de 0 va redonner P, et H de 1 va redonner M. Donc la règle à appliquer et à savoir, c'est simplement que le H de 0 donne bien entendu le P, et que le H de 1 va donner le moins. Et donc, l'état qu'on vient d'obtenir, c'est celui-ci. Et par rapport à la représentation sous la forme d'un cercle qui a été fait précédemment, on voit bien que le 1, 0, 1, 0, 0 a été transformé en MP, M, PP, donc en moins, plus, plus, et que le P initial a été transformé cette fois-ci en 0. C'est ce qu'on retrouve ici sur le schéma. Alors, quid maintenant de l'étape numéro 2, qui consiste à appliquer entre guillemets, une colonne de x, c'est-à-dire un x tensoriel 5. Eh bien, on voit maintenant apparaître le sens de ce x tensoriel 5. Il va nous permettre de passer de la base 0 mpm pp à une nouvelle base 1 mpm pp. On peut s'en convaincre par le calcul. X tensoriel 5 va être appliqué à cet état-là, celui-ci, donc l'état précédent. L'application du x va transformer le 0 en 1. L'application de x sur tous les états P ne change rien à l'état P, mais l'application du x sur tous les états moins va donner bien entendu un moins. Alors il se trouve que ici on est dans un cas particulier puisqu'il y a 2 fois le moins. Donc les moins qui vont être obtenus après application du x vont redonner un plus, ce qui explique que le signe qui se trouve ici n'a pas changé. Alors, visuellement, on peut toujours représenter cet état sous la forme de la sphère. Ce qui vient de changer, c'est simplement donc cet état-là, qui est devenu maintenant un 1, qu'on a représenté ici, et il n'y a pas eu de modification de l'état MP, MPP, qu'on retrouve toujours ici, sur la droite de la sphère. Alors ceci nous amène enfin à la partie centrale ici de l'amplification, qui est en fait l'application du CCCZ. Rappelons bien sûr que ceci, qui est composé d'un x sur le dernier qubit et d'un CCCX, n'est que la traduction du CCCZ, comme ceci est rappelé ici en dessous. Alors, le travail est un tout petit peu plus délicat d'un point de vue calcul, mais en réalité, il consiste simplement à appliquer ici le CCCZ qu'on retrouve ici, dans le cadre rouge, à l'état 1 tensoriel 5, qui était calculé précédemment, moins 2 sur 2 puissance 5, facteur de MP, MP, P. Alors, donnons quelques éléments sur ce calcul. Alors, la première remarque, c'est que l'opérateur CCCZ s'applique bien entendu à l'état 1 qui se trouve ici. Et pour le coup, le calcul est relativement simple, puisque CCCZ appliqué à 1 tensoriel 5, c'est simplement changer le signe du 1, et donc ça va donner moins 1 tensoriel 5. Le résultat figure ici. Alors, plus compliqué, mais guère plus compliqué, c'est l'application du CCCZ à l'état MP, MP, P.
Donc, on a déjà vu précédemment ce qui se passait sur le contrôle X. Ici, on est dans une situation absolument similaire. Et la question qui nous intéresse, c'est de savoir, parmi tous les états que représente l'état MP-MP, quel est le seul qui va subir le CCZ. Et le seul état qui va le subir, c'est bien entendu l'état 1 tensoriel 5. Donc, la question qui nous intéresse, c'est dans l'état M, P, M, PP, quel est le coefficient de 1, 1, 1, 1, 1. Alors pour trouver ce coefficient, rien de plus simple. Chaque fois qu'on a un P, on sait que ça donne un coefficient positif. Et chaque fois qu'on a un M, un coefficient négatif. Comme il y a deux M, ça va redonner un plus. Donc ce qu'on sait, c'est que dans cet état-là, le coefficient qui se trouve devant le 1, 1, 1, 1, c'est 1 sur racine de 2 puissance 5. Donc, la conclusion est très très simple. Lorsqu'on va appliquer le CCCZ à cet état-là, le seul état qui va changer de signe, c'est l'état 1, 1, 1, 1. Son signe va passer de plus à moins. Et l'amplitude de cette modification, je vais ici l'écrire en bleu, c'est d'avoir réalisé un moins 2 sur racine de 2 puissance 5. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans le calcul. Donc le reste du calcul est relativement simple. Il suffit donc de distribuer le terme qui est devant la parenthèse. Au moment où on le distribue, bien entendu, la racine va disparaître. Le 4 va se simplifier avec le 2 puissance 5 et on va obtenir ici en sortie le coefficient 1 sur 2 puissance 3. La mise en facteur va permettre d'avoir une expression plus lisible qui se trouve ici en bas. Et qui fait apparaître ici le nouveau coefficient de l'état 1 tensoriel 5 et le coefficient qui est devant l'état MPM-PP. Alors d'un point de vue graphique, on peut donner une représentation de cet état-là. On a donc ici l'état psi7 qui est exprimé dans la base composée de 1, qu'on retrouve ici, et dans la base composée de MP-MPP, qu'on retrouve là. Où se trouve cet état-là par rapport au dessin précédent? Cet état-là se retrouve ici, puisque on constate visuellement qu'il se compose d'une partie qui est ici négative par rapport à l'axe du 1, l'axe des 1 qui se trouve ici. Voilà, donc la partie négative est là. Et d'une partie négative par rapport à l'axe MP-MPP. Et le simple calcul géométrique en suivant la projection le long des axes, donc l'axe des 1 et l'axe le long MP-MPP, me donne ce point-là, qui est le point qu'on retrouve là, qui est bien l'état psi 7. Donc on vient de voir comment, entre guillemets, on s'est déplacé d'un point de vue géométrique, et on devine maintenant le rôle qui va être joué par les deux dernières étapes de l'amplificateur. Et c'est plutôt relativement simple, puisque l'étape d'après, ça va consister à appliquer le x tensoriel 5. Ce faisant, on va revenir dans la base 0 MP, MPP, et on va obtenir l'état ici psi 8. Et là, on est bien dans le plan 0 MP, MPP, comme indiqué là. Et une fois qu'on est dans cet état-là, on a simplement une autre représentation
qu'on peut redonner, où là, cette fois, on a bien le 0 qui se trouve ici, puisqu'on a bien transformé le 1 en 0, et on n'a rien modifié sur l'axe MP-MPP, qu'on retrouve encore ici sur ce dessin-là, et donc on voit bien l'étape C8 qui se trouve ici, à cet endroit-là, sur la sphère. Alors, reste maintenant la dernière étape, qui consiste à appliquer le H tensoriel 5, et sans surprise, on devine à quoi va servir l'application du H. On va revenir cette fois-ci dans le bon espace, c'est-à-dire dans une base qui cette fois-ci va être composée, qui va utiliser l'état 1, 0, 1, 0, 0. Le calcul nous confirme cette intuition. H tensoriel 5 appliqué à cet état-là. Que se passe-t-il? Sans difficulté, le H du 0 va nous redonner le P, qu'on trouve ici. Et le H appliqué à cet état-là, suivant la règle qui nous dit que H de moins redonne 1 et que le H de plus redonne 0, nous redonne l'état 1, 0, 1, 0, 0. Donc on voit bien ici toute, entre guillemets, la magie de cet amplificateur, puisque on a, de manière itérative, changé de base, on a déplacé un point dans cet espace-là, et ensuite on revient à la base d'origine, et on constate, bien entendu, qu'on a agi ici sur les différents coefficients. Alors, graphiquement, les choses sont simples en réalité, puisque l'état 1, 0, 1, 0, 0 apparaît maintenant ici sur l'axe horizontal, et ici, à la place du 0 tensoriel 5 qu'on avait précédemment, on a maintenant le P tensoriel 5. Et le point psi 9, il est ici, sur le cercle. Alors, que représente ce point sur le cercle? Eh bien, ce point-là, il est dans la base constituée de 1, 0, 1, 0, 0 et de P tensoriel 5, il est de coordonnées 1 sur 2 puissance 3 moins 1 et moins 2 sur racine de 2 puissance 5. Maintenant, il suffit de calculer le produit 1, 0, 1, 0, 0 avec psi 9. Que retrouve-t-on à ce moment-là? On a donc 1 sur 2 puissance 3 moins 1. On a 1, 0, 1, 0, 0 fois P. Et de l'autre côté, on a 2 sur racine de 2 puissance 5. Et ceci va nous donner 1, bien entendu. Donc, ceci, il n'y a plus qu'à le recopier. Voilà. Et ensuite, à faire ce calcul-là. Alors, même remarque que précédemment, P tensoriel 5 représente en réalité 1 sur racine de 2 puissance 5 de tous les états etc. Et donc, le coefficient qui correspond à ce calcul-là, c'est 1 sur racine de 2 puissance 5. Et il nous reste donc à soustraire le 2 racine de 2 puissance 5 qui se trouve ici. Et après quelques petites simplifications, ce qu'on obtient, c'est ceci.
Ce qui va nous permettre d'en déduire la probabilité en élevant ce terme au carré. Donc, 23 fois racine de 2 divisé par 64 au carré, ça va donner 0,258, soit 25%. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que le calcul qu'on vient de faire nous prédit que la probabilité que l'étape psi corresponde à 1, 0, 1, 0, 0, la probabilité d'obtenir donc 1, 0, 1, 0, 0 à la fin du circuit, cette probabilité est de 25,8%. Il ne nous reste plus qu'à vérifier. Allons-y. Pour faire la vérification, rien de plus simple. Il suffit d'utiliser le composeur QuizKit proposé par IBM, par exemple, et de reconstruire le circuit. Alors, seule petite difficulté, c'est que, bien entendu, le CCCCX n'existe pas, ce qui oblige à passer par un certain nombre ici de qubits intermédiaires. Et de la même manière, le CCCCZ n'existe pas, donc il faut bien entendu le redécomposer sous la forme d'un CCCX qui donne ici une expression un peu plus compliquée que ce qu'on avait précédemment. Mais rien de bien difficile. Alors, une fois ce circuit construit, il suffit de réaliser l'évaluation du circuit avec un certain nombre de shoots, c'est ce qui a été fait là, avec 1024 shoots. Et si on fait ceci, on s'aperçoit qu'on obtient donc l'état 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 257 fois sur les 1024 tirages, ce qui donne une estimation de 25,1. Et là, on constate bien sûr que ceci est très très proche du 25,8% qu'on avait obtenu précédemment. En conclusion, ce qu'on peut garder comme image du calcul qui est fait dans un circuit qui utilise l'amplificateur de Grover, c'est que si on se place dans le plan composé de la solution R qui est marquée par l'oracle et du P tensoriel N, l'action de l'oracle se visualise comme un vecteur, ici en rouge, sur le schéma, qui va dans le sens inverse du vecteur R. Et l'amplification, en réalité, c'est la projection ici, en suivant l'axe de P, qui va nous permettre d'obtenir ici le point qui se trouve là, qui est l'état obtenu après l'amplification. Alors, on comprend aisément le principe qu'on peut comme ça réitérer d'un point de vue purement géométrique, et si on le fait une deuxième fois, on va obtenir bien entendu un déplacement ici sur la droite qui va être à nouveau l'action de l'oracle. Et si on se déplace le long de l'axe, on va obtenir à nouveau un point qui va se trouver ici. Donc, ce qu'on peut garder comme image d'un circuit qui utilise donc l'amplification de Grover, c'est uniquement une vision géométrique des calculs. Et ce qui est intéressant dans cette vision, c'est qu'on met bien en évidence le rôle de l'opérateur H et le but des changements de base qui sont en fait guidés par la nécessité d'être dans la bonne base pour pouvoir appliquer correctement l'opérateur CCCX par exemple. Voilà, en espérant que ces petites informations complémentaires ont éclairé les explications qu'on a mis dans l'article.